Salut David, cultives-tu des légumes dans ton jardin? Oui, c'est frais, sain et gratifiant de manger ce que l'on plante. Bonjour Emma, vas-tu régulièrement à la salle de sport? Oui, cela me maintient en forme et aide à réduire le stress. Salut Jack, bois-tu du café tous les matins? Non, je préfère le thé parce qu'il est plus léger et apaisant. Bonjour Kate, dors-tu tôt le soir? Oui, cela me donne plus d'énergie pour le lendemain. Attention étudiants, voici le bureau du registraire de l'Université Westfield. L'emploi du temps des examens finaux pour tous les cours a été publié en ligne. Veuillez vous connecter au portail étudiant pour consulter vos dates et lieux d'examen. Il est essentiel de vérifier régulièrement les mises à jour ou modifications. Nous vous souhaitons bonne préparation et succès à vos examens à venir. Bonjour chers clients, ici Freshmart Superstore. Cette semaine seulement, nous offrons des réductions spéciales sur les fruits frais, légumes et produits laitiers. Les clients peuvent aussi gagner des points de fidélité doublés sur les achats effectués avant dimanche soir. Ne manquez pas l'occasion de faire le plein d'articles sains à prix réduit. Venez dès aujourd'hui dans le Freshmart le plus proche et profitez des économies tout en achetant des produits de qualité. Alerte du département météorologique. Des pluies abondantes et des vents forts sont attendus dans la région dans les prochaines 24 heures. Les habitants sont invités à rester à l'intérieur, autant que possible, éviter les déplacements inutiles,
et sécurisez les objets extérieurs. Les services d'urgence sont en alerte en cas d'inondation. Veuillez prendre les précautions nécessaires pour votre sécurité durant cet épisode météorologique. Bonjour, ici l'Hôtel Grand Plaza. Nous appelons pour confirmer votre réservation d'une chambre double du 10 au 12 juin. L'enregistrement commence à 14 heures et le départ doit se faire avant 11 heures. Le petit déjeuner est offert pendant votre séjour. Veuillez nous contacter si vous souhaitez modifier ou annuler la réservation. Nous avons hâte de vous accueillir bientôt. Bonjour, ici le service des ressources humaines de Bright Future Ltd. Nous avons le plaisir de vous inviter à un entretien d'embauche, mercredi à 10 heures au siège. Merci d'apporter votre CV à jour et vos pièces d'identité. L'entretien comprendra un test écrit et une discussion personnelle. Veuillez confirmer votre présence en répondant à ce message. Bonjour, ici la réception de l'hôtel Vista Shores. Veuillez noter que la piscine sur le toit sera fermée demain pour un nettoyage de routine et des contrôles de sécurité. Elle rouvrira à 15 heures, les autres installations restent accessibles. Nous vous remercions de votre compréhension et espérons que vous apprécierez le reste de votre séjour. Bonjour, ici le service de sécurité numérique de la banque Crestline. Nous avons détecté une tentative de connexion inhabituelle depuis un appareil non reconnu. Pour votre protection, nous avons temporairement restreint l'accès à votre profil bancaire mobile. Veuillez vérifier l'activité via votre adresse e-mail enregistrée ou nous contacter immédiatement si elle n'est pas autorisée. Merci de rester vigilant. Bonjour, ici le bureau du professeur Langston. Le cours de demain est annulé en raison d'un conflit d'horaire avec un événement du département. Une séance préenregistrée sera partagée via le portail étudiant et les devoirs restent à remettre comme prévu. Veuillez consulter votre courriel de cours pour plus d'instructions. Bonjour, ceci est un rappel de courtoisie du département des véhicules motorisés. Nos registres indiquent que votre permis de conduire expirera dans 14 jours. Pour éviter toute interruption de vos privilèges de conduite, veuillez effectuer votre renouvellement en ligne ou en personne. Consultez dmv.gov pour les documents requis lors de votre rendez-vous.
Bonjour, c'est un suivi rapide de Zentro Télécom. Nous aimerions connaître votre avis sur votre récente expérience avec notre service client. Un court sondage a été envoyé à votre adresse email et ne prend que 2 minutes. Votre contribution nous aide à nous améliorer. Merci d'avance. Personne 1. Je consacre au moins 30 minutes par semaine à explorer des listes de lecture organisées sur les plateformes de streaming, je lis des blogs musicaux et je suis des artistes indépendants sur les réseaux sociaux. J'assiste à des concerts locaux et j'achète des vinyles de groupes émergents. Je tiens une liste des nouvelles chansons à réécouter et je partage mes préférés avec mes amis pour recueillir leurs avis. Personne 2. Je me fie principalement aux recommandations algorithmiques et je consulte parfois les classements. Si un ami mentionne une chanson, je l'écoute, mais je ne cherche pas activement de nouveaux genres. Je reste fidèle à quelques artistes favoris et je découvre seulement quelques actes similaires lorsqu'ils apparaissent dans mes playlists. Personne 3. J'écoute les mêmes 5 chansons en boucle et je change rarement ma bibliothèque. Je ne suis pas de liste de lecture ni les nouvelles sorties. Découvrir de la musique me semble accablant, donc je reste sur ce que je connais et je n'explore pas de nouveaux artistes ou genres. Personne 1. Je lis au moins 20 avis par produit, en me concentrant sur les commentaires à 5 étoiles et à 1 étoile, et je cherche des thèmes récurrents. Je vérifie si les critiques incluent des photos authentiques et des remarques utiles. Je compare aussi sur plusieurs sites de vente, consulte les avis professionnels et reporte mon achat jusqu'à être sûr du consensus. Personne 2. Je regarde la note globale et je parcours quelques avis récents. S'il y a trop de plaintes à 1 étoile sur un aspect clé, j'hésite un peu, mais en général je fais confiance à la moyenne. Je ne lis pas tous les avis, seulement un échantillon jusqu'à ce que je sois à l'aise avec ma décision d'achat. Personne 3. Je jette un coup d'œil à la note globale, et j'achète immédiatement si elle dépasse 4 étoiles. Je lis rarement les commentaires, ou ne vérifie pas leur authenticité. Je me dis que je le retournerai s'il y a un problème. Je ne passe pas de temps à examiner les avis individuels. La rapidité compte plus que la rigueur. Ici Energy Matters FM. Partout dans le monde, les pays s'efforcent de remplacer les combustibles fossiles par des énergies renouvelables. Les installations éoliennes et solaires atteignent des niveaux records, et le stockage par batterie améliore la fiabilité. Les partisans affirment que cette transition réduira les émissions et créera des emplois verts. Cependant, les sceptiques soulignent que l'extraction des métaux rares, nécessaires aux turbines et aux batteries, comporte ses propres coûts écologiques. De plus, l'approvisionnement irrégulier, lorsque le vent ne souffle pas ou que le soleil ne brille pas, rend le remplacement total difficile sans investissement massif. La question essentielle demeure: l'énergie renouvelable est-elle une solution parfaite ou simplement une étape nécessaire dans une transition plus vaste?
Bonjour et bienvenue sur Education Today. La santé mentale est devenue une préoccupation majeure dans les écoles. L'augmentation du stress, du harcèlement et de la pression académique est liée à une hausse de l'anxiété et de la dépression chez les élèves. Certains districts sont embauchés des conseillers et mis en place des programmes de pleine conscience, tandis que d'autres intègrent l'apprentissage émotionnel dans les classes. Cependant, les contraintes budgétaires limitent souvent l'accès, et la stigmatisation empêche les élèves de demander de l'aide. Les critiques affirment que sans changement culturel systémique, à la fois à l'école et à la maison, les solutions fragmentées restent insuffisantes. Le véritable enjeu est de faire de la santé mentale un élément essentiel de l'éducation, et non une réflexion secondaire. Professeur Moreno, les modèles économiques considèrent souvent la nature comme un élément externe, mais les économistes de l'environnement ne sont pas de cet avis. Pourriez-vous expliquer comment les systèmes écologiques s'intègrent au raisonnement financier? Avec plaisir. L'économie traditionnelle mesurait la croissance sans prendre pleinement en compte l'épuisement des ressources ou la pollution. L'économie environnementale revoit cette approche en considérant les actifs naturels, forêts, rivières, biodiversité, comme du capital. Leur dégradation ne représente pas seulement une perte écologique, mais aussi un coût économique. Par exemple, la déforestation réduit l'absorption du carbone, augmentant ainsi les dommages climatiques qui entraînent des charges financières liées aux dépenses de santé, aux secours en cas de catastrophe et aux perturbations agricoles. De même, la rareté de l'eau potable accroît les coûts de traitement et réduit la productivité. La valorisation des écosystèmes favorise des politiques durables, telles que la tarification du carbone ou les crédits de biodiversité. Ces mécanismes internalisent les externalités, alignant les incitations privées sur le bien-être public. Pourtant, leur mise en œuvre reste controversée, car les profits à court terme l'emportent souvent sur la durabilité à long terme. Sur le plan culturel, les sociétés diffèrent dans leur perception. Certaines considèrent la protection de l'environnement comme un devoir moral, d'autres comme un investissement stratégique. Les deux approches soulignent la nécessité de cadres économiques intégrant la résilience écologique. Dr Weber. Les avancées biotechnologiques suscitent de grands espoirs mais aussi des dilemmes éthiques. Pourriez-vous exposer les principaux enjeux liés à la modification génétique chez l'être humain? Certainement, les technologies d'édition génique, telles que CRISPR, permettent de modifier précisément les séquences d'ADN. Bien que ces outils puissent éliminer les maladies héréditaires, ils présentent aussi de profonds risques éthiques. Les modifications de la lignée germinale, qui sont héréditaires, peuvent créer des conséquences imprévisibles sur plusieurs générations. Un enjeu majeur est l'équité. L'accès aux technologies d'amélioration pourrait aggraver les inégalités sociales, si seuls les groupes aisés peuvent se permettre des perfectionnements cognitifs ou physiques. Un autre problème est l'imprévisibilité.
Modifier des traits complexes comme l'intelligence implique de multiples gènes et facteurs environnementaux, rendant les résultats incertains. D'un point de vue culturel, les sociétés diffèrent dans leur acceptation, certaines privilégiant le progrès médical avant tout, tandis que d'autres insistent sur les limites morales et les considérations religieuses. Cette divergence complique l'établissement de réglementations internationales. En définitive, la biotechnologie présente une double promesse: soulager la souffrance d'un côté, et risquer d'accentuer les inégalités ou de provoquer des effets inattendus de l'autre. Professeur Singh. Les langues évoluent constamment, mais quelles sont les forces culturelles profondes qui provoquent ces changements? Une question très importante. La langue n'est pas statique. Elle s'adapte aux transformations de la société. Par exemple, la communication numérique accélère les changements linguistiques en favorisant les abréviations, les emojis et les formes hybrides qui combinent écriture et images. La migration est un autre facteur puissant. Lorsque des communautés interagissent, des emprunts se produisent, des mots, des expressions idiomatiques et même des structures grammaticales peuvent passer d'un groupe à l'autre. Avec le temps, cela crée des dialectes hybrides, voire de nouvelles langues entières. Le prestige culturel joue également un rôle. Les langues associées à la puissance économique ou politique influencent souvent le vocabulaire à l'échelle mondiale, comme c'est le cas de l'anglais dans les domaines de la technologie et de la science. Pourtant, cette influence peut susciter une résistance. Certaines communautés s'efforcent de raviver des langues menacées afin de préserver leur identité. En fin de compte, l'évolution linguistique reflète une négociation culturelle, entre innovation et préservation, influence mondiale et tradition locale. La langue est à la fois un miroir et un moteur de l'identité collective. Docteur Laurent, les voyages spatiaux de longue durée soulèvent des inquiétudes non seulement sur le plan technique, mais aussi sur l'adaptation humaine. Pourriez-vous expliquer les défis physiologiques et psychologiques auxquels les astronautes sont confrontés? Certainement, la microgravité modifie profondément les systèmes corporels. La densité osseuse diminue d'environ 1% par mois en raison de la réduction de la charge mécanique, et la masse musculaire baisse sans exercice constant. Le déplacement des fluides vers le haut du corps augmente la pression intracrânienne, ce qui peut altérer la vision. Sur le plan psychologique, le confinement prolongé et l'isolement amplifient le stress et peuvent réduire la motivation. Les cycles de sommeil sont perturbés, car les repères lumineux naturels disparaissent, entraînant une désynchronisation circadienne. Les dynamiques sociales au sein d'équipages restreints peuvent aussi générer des conflits, exigeant une forte résilience émotionnelle et des compétences de communication. Fait intéressant, certaines adaptations s'inversent au retour sur Terre,
tandis que d'autres peuvent laisser des séquelles permanentes. La recherche menée à bord de la Station spatiale internationale est devenue cruciale pour concevoir des contre-mesures telles que l'exercice en résistance, les systèmes d'éclairage artificiel et les protocoles comportementaux. Au-delà des individus, ces découvertes éclairent les stratégies futures de colonisation. L'établissement d'habitats sur la Lune ou sur Mars exige non seulement des innovations technologiques, mais aussi une compréhension profonde de l'adaptabilité humaine. L'espace n'est pas seulement un défi d'ingénierie, c'est une expérience biologique et culturelle. L'apiculture urbaine reconnecte les citadins aux pollinisateurs et aux systèmes alimentaires locaux. Les ruches sur les toits et les boîtes installées sur les balcons soutiennent la biodiversité tout en produisant de petites quantités de miel distinctif. Une apiculture responsable nécessite des connaissances sur la prévention de l'essaimage, la gestion des maladies et la communication avec les voisins afin d'éviter les conflits. Des programmes éducatifs dans les écoles et les centres communautaires démystifient les abeilles et encouragent la responsabilité environnementale. Lorsque les villes adoptent des plantations favorables aux pollinisateurs et des réglementations adaptées, les ruchers urbains deviennent des micro-écosystèmes qui profitent aux jardins, à la production alimentaire et à la culture écologique. La géo-ingénierie suscite des débats sur les interventions climatiques à l'échelle planétaire, telles que la gestion du rayonnement solaire ou l'élimination du carbone. Les partisans soutiennent que ces outils pourraient faire gagner du temps face au réchauffement rapide. Les détracteurs mettent en garde contre les effets secondaires inconnus, les difficultés de gouvernance et le risque moral. La recherche se concentre sur l'évaluation des risques, la transparence et la coopération internationale afin d'éviter les actions unilatérales. Toute approche responsable combinerait la réduction des émissions avec une surveillance rigoureuse et une délibération publique inclusive, garantissant que ces interventions ne remplacent pas les politiques climatiques systémiques ni n'aggravent les inégalités mondiales. La neuroplasticité met en lumière la capacité du cerveau à se reconfigurer en réponse à l'apprentissage et à l'expérience. La pratique répétée, les environnements enrichis et la rééducation ciblée après une blessure favorisent les changements synaptiques à la base de l'acquisition de compétences et de la récupération. L'apprentissage tout au long de la vie, langue, musique ou passe-temps complexe, soutient la réserve cognitive et peut retarder le déclin lié à l'âge. Les thérapies qui exploitent la plasticité utilisent des défis progressifs et des retours d'informations pour modeler des circuits adaptatifs. Reconnaître la malléabilité du cerveau transforme la vision de l'éducation et de la réhabilitation en processus dynamiques et personnalisés plutôt qu'en destin figé.
La conception électronique circulaire prolonge la durée de vie des appareils en privilégiant la réparabilité, les pièces modulaires et les matériaux récupérés. Des composants standardisés et des manuels de réparation accessibles permettent aux consommateurs et aux techniciens locaux de réparer les appareils au lieu de les jeter. Les fabricants qui proposent des programmes de reprise, des canaux de reconditionnement et des plans de fin de vie clairs réduisent les déchets électroniques et l'extraction des ressources. Les leviers politiques, loi sur le droit à la réparation et incitation à l'utilisation de matériaux recyclés, alignent les motivations de l'industrie sur la durabilité, aidant les appareils électroniques à passer du statut de biens jetables à celui de produits durables et orientés services. Les marchés de nuit allient commerce, gastronomie et culture dans des économies nocturnes dynamiques. Les stands éphémères, les artistes de rue et les espaces de repas partagés animent les lieux publics après la tombée de la nuit, soutenant les micro-entrepreneurs et l'expérimentation culinaire. L'éclairage, la gestion des déchets et la sécurité permettent de garder ces événements inclusifs et conviviaux. Les marchés nocturnes mettent souvent en avant les producteurs et artisans locaux, créant des lieux sociaux qui prolongent la vie urbaine au-delà des heures de jour. Avec une gestion réfléchie, ils favorisent la convivialité, le tourisme et l'identité communautaire tout en revitalisant les rues urbaines sous-utilisées. L'écologie acoustique étudie les paysages sonores afin de comprendre les relations entre les organismes, les environnements et l'activité humaine. En écoutant les paysages, bruits urbains, chants d'oiseaux ou grondements des océans, les chercheurs détectent les changements écologiques, la présence d'espèces et les impacts humains. La cartographie sonore éclaire la conservation et la planification urbaine, aidant à concevoir des espaces plus calmes et plus sains. Les pratiques d'écoute enrichissent également l'appréciation culturelle des lieux. Protéger les habitats acoustiques et réduire la pollution sonore profite à la faune et au bien-être humain, restaurant des environnements auditifs favorables au repos, à la communication et à la biodiversité. L'habitat coopératif combine la propriété partagée et la gouvernance communautaire pour accroître l'accessibilité financière et la cohésion sociale. Les résidents gèrent collectivement les bâtiments, fixent les priorités d'entretien et prennent des décisions démocratiques concernant les nouveaux membres et les espaces communs. Les coopératives stabilisent souvent les quartiers en privilégiant l'occupation à long terme plutôt que la spéculation. Les modèles réussis allient gestion immobilière professionnelle et participation des résidents, établissant des règles flexibles qui équilibrent autonomie et responsabilité collective. Face à la hausse des coûts du logement, les coopératives offrent des alternatives résilientes, dirigées par les habitants, aux options purement axées sur le marché.
La thérapie en milieu sauvage utilise des expériences immersives en plein air pour favoriser la santé mentale et le développement personnel. Les expéditions guidées combinent défis, réflexion et acquisition de compétences afin de renforcer la résilience, la confiance en soi et les liens sociaux. Les programmes thérapeutiques équilibrent sécurité, supervision clinique et connexion à la nature, intégrant souvent le journal personnel, les discussions de groupe et des interventions ciblées. Pour certains participants, le temps passé dans la nature déclenche des changements comportementaux plus efficaces que les approches confinées aux cliniques. Les programmes éthiques privilégiant le personnel qualifié, la sensibilité culturelle et une planification soignée du retour à la vie quotidienne. La remanufacturation restaure les produits industriels à un état quasi neuf grâce au remplacement de composants, aux tests et à la certification. Les pièces automobiles, dispositifs médicaux et équipements lourds bénéficient de cette approche circulaire qui préserve les matériaux et réduit les émissions de production. Un contrôle qualité rigoureux et des processus standardisés garantissent des performances équivalentes à celles des produits neufs, renforçant la confiance des acheteurs. Associés à une garantie et un étiquetage clair, les biens remanufacturés deviennent des choix durables et attrayants pour les entreprises et les consommateurs, réduisant la demande en matières premières tout en prolongeant la valeur des chaînes de produits. La culture des algues offre des perspectives prometteuses pour l'alimentation, l'élevage et la capture du carbone. Cultiver des microalgues dans des bassins ou des bioréacteurs produit une biomasse riche en protéines, des huiles riches en oméga et des matières premières pour les biofertilisants ou biocarburants. Les systèmes algaux peuvent utiliser des terres non arables et de l'eau salée, réduisant la pression sur les ressources en eau douce et les terres agricoles. L'expansion nécessite des innovations rentables en récolte et en transformation, ainsi que des évaluations complètes du cycle de vie. Avec une intégration intelligente au flux de déchets et au recyclage des nutriments, la culture d'algues favorise l'économie circulaire et diversifie les systèmes de production durable.